Merci d'être fidèle à nos programmes, mesdames et messieurs. Vous êtes bien sûr à la Info Africa TV et vous avez bien raison. Au sommaire de cette édition politique publique, le Fonds monétaire international approuve le programme du Sénégal et débloque 133 milliards de francs CFA. Le représentant permanent du FMI Sénégal était face à la presse ce mardi soir. Rapport Cour des comptes, les partenaires techniques et financiers demandent l'application des recommandations afin que lumière soit faite sur la gestion financière. Enfin, suite à la batterie de mesures prises par le gouvernement du Sénégal sur la sécurité routière, les camarades syndicalistes contre-attaquent et avertissent sur une éventuelle grève dans les prochains jours. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le journaliste d'investigation et patron de Dakar Matin, Pape Adénian, a été libéré ce mardi 10 janvier. Il vient ainsi de bénéficier d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire suite à la révocation de sa liberté provisoire après sa première incarcération qui a débuté le 6 novembre dernier. On rappelle que le journaliste est accusé du site de diffusion de documents militaires de nature à nuire à la défense nationale. Comme annoncé dans le sommaire, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a débloqué 133 milliards de francs CFA après avoir approuvé la 6e et toute dernière revue du programme au titre de l'instrument de coordination de la politique économique. Mesmine Koulevioke, représentant permanent du FMI Sénégal, a fait face à la presse ce mardi pour donner les grandes lignes qui ont permis l'approbation de ce montant. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé hier les dernières revues des programmes financiers et non financiers avec le Sénégal. C'est des programmes, vous êtes habitués à nos acronymes, qui sont soutenus par l'instrument de coordination des politiques économiques, l'accord de confirmation et l'accord au titre de la facilité de crédit de confirmation. La conclusion de ces revues a permis le décaissement hier d'environ 216 millions de dollars au Sénégal, soit environ 133 milliards de francs CFA. Le Conseil a jugé satisfaisant les résultats obtenus par le Sénégal et les réformes mises en œuvre, et ce, en dépit d'un contexte international difficile. Vous connaissez ce contexte. Il y a le ralentissement de la croissance économique mondiale. Il y a la flambée des prix des produits alimentaires, des denrées alimentaires et de l'énergie. Il y a l'effet de la guerre en Ukraine. Et aussi, en début d'année, vous vous souvenez, il y a aussi l'embargo de la CEDEAO vis-à-vis du Mali, qui a aussi pesé sur l'activité économique. Donc, en dépit de ce contexte difficile, la croissance économique du Sénégal en 2022, certes en baisse par rapport à 2021, est restée positive. On estime qu'elle serait de l'ordre de 4,7%. Les recettes budgétaires, les recettes fiscales propres de l'État ont fortement augmenté en 2022. Le déficit budgétaire a été contenu au niveau convenu dans le cadre du programme, à savoir 6,2% du PIB. À l'occasion de la rencontre entre les partenaires techniques et financiers, le gouvernement du Sénégal, les membres du G50 avec à sa tête Siaka Koulibaly ont demandé l'application des recommandations de la Cour des comptes pour une transparence totale sur la gestion financière, surtout à la veille des exportations du gaz et du pétrole au Sénégal. Nous suivons Siaka Koulibaly, le président du G50. Et tout au long de cette discussion, nous avons été rassurés par toutes les interventions de son Excellence le Premier ministre, qui nous a fait part, non seulement à travers le rapport de la force Covid délivré donc par la Cour des comptes, de sa détermination et son engagement à travailler non seulement à la mise en œuvre des recommandations qui ont été mises en évidence par ce rapport, et cela dans le cadre de la transparence, de la redevabilité et de la réédition des comptes, ce qui va bien sûr dans le sens des préoccupations des partenaires au développement. Et nous souhaitons vivement que ces recommandations
puissent être mises en œuvre et avec un suivi. Également aussi nos échanges ont porté sur l'actualité nationale politique, mais également économique, avec toutes les opportunités que le Sénégal a aujourd'hui pour pouvoir asseoir un développement économique et durable à partir de cette année, surtout à travers l'exploitation du pétrole et du gaz, et qui contribuera certainement à l'amélioration des conditions de vie des populations au Sénégal. Donc dans l'ensemble, nos interventions ont été des interventions qui nous ont permis de mieux comprendre non seulement les défis, mais comme je l'ai dit, les opportunités, et également aussi de voir ensemble comment est-ce que les partenaires au développement peuvent réunir leurs efforts pour accompagner tout ce qui est mis en œuvre par le gouvernement du Sénégal pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans le cadre de ces prises de contact avec les partenaires techniques et financiers, le Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba, a annoncé que son gouvernement va initier une réforme en profondeur du système fiscal et que de larges concertations seront ouvertes dans une démarche inclusive. Le Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba. Je rappelle que le gouvernement va procéder à une nouvelle réécriture du plan Sénégal émergent. La nouvelle version du PSE sera finalisée au courant du premier semestre de cette année et comme pour la version de base, vous serez impliqués. Les ressources nécessaires au financement de la phase 3 seront intégralement mobilisées dans des délais raisonnables. En outre, le gouvernement va initier une réforme en profondeur de son système fiscal. De larges concertations seront ouvertes dans une démarche aussi inclusive. Vous serez naturellement invités à la réflexion. Mesdames et messieurs, pour revenir au rapport de la Cour des comptes, me permettrez, sur la base de certaines réflexions exprimées, avant de vous partager les orientations du gouvernement, de formuler des recommandations, des observations pour recentrer le débat que nous souhaitons enrichir sur une base périodique et régulière entre le gouvernement et les parties prenantes dont vous constituez un maillon très important. Comme vous le savez, nous vivons dans un monde où la qualité de l'information est de plus en plus compromise et ce phénomène préjudicie aux intérêts des organisations comme des citoyens. Nul n'est à l'abri de la désinformation et de la manipulation de l'information et nous devons rester vigilants vis-à-vis des façons de faire qui sont toxiques pour la démocratie. La Cour des comptes, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une juridiction spécialisée, hautement compétente en matière de gestion financière des ressources publiques. Elle travaille sur la base d'une méthodologie d'audit très rigoureuse dans le respect des référentiels juridiques, techniques et éthiques. Notre ambition est d'améliorer la performance de l'action publique à travers le renforcement de l'efficacité et de l'efficience des dépenses publiques et de bonne utilisation des impôts des Sénégalais. Un point de vue en image sur la question du rapport de la Cour des comptes, le procureur a bien reçu le dossier. Le ministre de la Justice avait promis de remettre le dossier de la Cour des comptes sur la table. Le procureur, eh bien, il l'a fait. Pour rappel, le président de la Cour des comptes avait saisi le ministre de la Justice en réclamant l'ouverture d'informations judiciaires contre 12 responsables épinglés dans cette affaire. La 4e édition de la table ronde sur la gouvernance des ressources minérales à l'initiative de l'OCDEA s'est tenue ce mardi 10 janvier 2023. Cette table ronde qui est un cadre privilégié d'échange et de concertation autour de l'économie pétrolière et gazière a regroupé l'ensemble des acteurs clés intervenant directement ou alors indirectement dans le secteur des hydrocarbures. Cheikh Niane, le secrétaire général du ministère du pétrole et des énergies. Donc ce matin, nous avons eu l'occasion, Madame le ministre du Pétrole et des Énergies, Madame Aïssatou Sophie Gladima, a présidé cette 4e table ronde sur la gestion des ressources minérales au Sénégal. Comme c'est écrit dans notre Constitution, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et je pense que depuis l'État, dans sa démarche inclusive et avec toutes les parties prenantes, nous discutons avec la société civile, les Sénégalais, les partenaires techniques et financiers et toutes les personnes en tout cas qui sont susceptibles de donner une contribution dans le développement et dans l'exploitation de nos ressources naturelles. Et donc le ministère du Pétrole et des Énergies continue dans ce cadre-là et nous sommes actuellement de développer deux projets importants pour le pays, à savoir le Grand Tortue et le projet de Sangomar. Nous espérons le First Oil et le First Gas à la fin de l'année.
Et en parallèle, nous développons aussi une stratégie que nous appelons la stratégie Gas to Power, qui nous permettrait à terme de pouvoir faire la production d'électricité à partir du gaz. Et tout ceci s'est fait dans une démarche inclusive avec toutes les parties prenantes, les acteurs de l'oil and gas, la société civile, que nous remercions au passage. Nous remercions aussi M. Cheikh Oumar Sy, le président de l'OSIDEA, pour l'organisation de cette rencontre, qui nous a permis aussi de continuer les discussions et de faire les différentes clarifications sur les points qui ont été soulevés. Concernant la transition énergétique, je pense que son Excellence, le président de la République, a été très clair, notamment lors de la dernière COP27 à Sharm el-Sheikh, où le président a clairement dit à toute la communauté internationale que le Sénégal continuera à développer ses ressources pétrolières et gazières pour le développement socio-économique de notre pays. Je vous le disais également dans le sommaire, et après la panoplie de mesures prises par le gouvernement à l'issue du conseil interministériel tenu avant-hier à Diamniadio sur la sécurité routière, notamment les transporteurs annoncent un plan d'action pour contrecarrer les mesures du gouvernement. Le syndicaliste Alassane Ndoye avertit sur une éventuelle grève dans le secteur. Suivez. Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du transport routier du Sénégal, Alassane Ndoye, menace d'aller en grève dans les prochains jours. Il est très en colère contre le gouvernement du Sénégal. D'ailleurs, il n'a pas participé au conseil interministériel tenu avant-hier à Diamniadio sous la présidence du Premier ministre Amadou Ba parce qu'il n'a pas été associé à la démarche. Sous peu de temps, vous allez entendre que le secteur du transport est en grève. Nous allons affûter aussi des armes autres que la grève. Nous allons augmenter les prix. D'ailleurs, il y a des collègues qui l'ont déjà commencé pour combler les pertes avec la hausse du carburant, dit-il. Et d'après le journal AS, le syndicaliste Alassane Ndoye se démarque de ses collègues et annonce un plan d'action pour contrecarrer le gouvernement suite aux 22 mesures prises par la sécurité routière à l'issue de cette rencontre. Le gouvernement a commencé par une chose pour ensuite prendre cette batterie de mesures. Il s'agit de l'augmentation du prix du carburant. L'État veut nous faire supporter une dette que nous n'avons pas contractée. C'est impossible. Sur l'accident, si les routes étaient bonnes et en parfait état, peut-être que cet accident aurait pu ne pas avoir lieu. Il faut construire des routes de 2 fois 2 voies, ce qui permettra au mieux d'éviter les chocs. Construire de longs kilomètres de routes, c'est bien, mais des routes à distance réduite avec de la qualité, c'est mieux. On a fait 300 km, 200 km de route, ça n'a pas de sens. Il faut que l'État investisse sur les citoyens et arrête de dilipender les ressources publiques, a martelé le syndicaliste. À résumer, le secrétaire général du CNTT-TRS estime que l'État veut les remettre à mal avec la population. C'est pourquoi il propose la limitation du poids des bagages ou la hauteur à 1,10 mètres, comme cela a été le cas en 2005, à lieu et place d'interdire le porte-bagages. Voilà pour l'actualité nationale. À présent, c'est l'international que nous démarrons au Burkina Faso. La secrétaire d'État française chargée du développement en visite au Burkina Faso. En Allemagne, l'expulsion des activistes anti-charbon à l'Udjirat a débuté. Enfin, Covid-19, 3 ans après le premier mort à Wuhan en Chine, la Chine reste dans le flou statistique. La secrétaire d'État français chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, Srisula Jacharopoulou, en visite à Ouagadougou, a échangé avec le président de la transition, le capitaine Ibrahima Traoré. Les échanges ont porté sur le nouveau format du partenariat entre les deux pays, surtout les attentes des autorités burkinabées et dans le plein respect de la souveraineté du Burkina Faso. Je ne suis venu ici influencer aucun choix ni aucune décision, a-t-elle insisté. La secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux est venue à Ouagadougou pour écouter les attentes des nouvelles autorités et échanger sur la nouvelle direction du partenariat entre les deux pays. En Allemagne, l'Udjirat, ce village situé à côté de la Cologne, est appelé à être rayé de la carte pour permettre l'extension d'une miche de charbon afin de répondre aux besoins énergétiques engendrés justement par la guerre en Ukraine. Les militants écologistes de l'Udjirat
l'occupe depuis de nombreuses années. L'affaire a fait l'objet d'un compromis négocié par le gouvernement qui s'engage en contrepartie à mettre un terme à l'extraction du charbon à Ronani 8 ans plus tôt que prévu. Ce 11 janvier, la police a commencé l'expulsion des actifs. Enfin, c'était le 11 janvier 2020 que la Chine annonçait son premier mort du Covid-19. 3 ans plus tard, le pays affronte une vague Omicron sans précédent. Le bilan de victimes reste très bas comparé aux autres pays. 5354 décès officiellement. Que faut-il penser de ces chiffres? Même si les crématoriums ont eu un regain d'activité cet hiver, officiellement le Covid continue de faire très peu de décès en Chine. On est dans le noir le plus complet. Question statistique, de nombreuses mégalopoles chinoises ont déclaré avoir dépassé le pic des infections, mais les patients positifs en état critique continuent d'affluer dans les services respiratoires et de soins intensifs des hôpitaux et les crématoriums saturent. À présent, place à la page sportive et basketball pour démarrer éliminatoire mondial en février. Gorgui Sy Dieng est pressenti pour la fenêtre au Caire. CHAN 2023, El Hadji Ousseynou Diouf figure parmi les légendes africaines invitées. Enfin, Mercato pâtississe le profil idéal recherché par l'Olympique lyonnais. L'équipe nationale de basket pourrait compter sur son capitaine Gorgui Sy Dieng lors de la dernière fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023 prévue du 24 au 26 février 2023 au Caire. Libéré le 5 janvier dernier par les Spurs de San Antonio, le pivot de la NBA passé par Minnesota, Atlanta et Memphis et qui s'est retrouvé son club a signé pour un nouveau contrat de 10 jours avec la même équipe. Face à une telle situation, le quotidien a appris que l'international sénégalais pourrait prendre part à la dernière fenêtre de ces éliminatoires. D'ailleurs, ajoute des sources, des pourparlers auraient été entrepris dans ce sens afin de convaincre le joueur. Et puis la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations 2023 démarre ce vendredi et plusieurs noms du football africain sont attendus en Algérie, dont El Hadji Diouf. Sur une publication partagée sur sa page Facebook, le comité local d'organisation du CHAN a informé de ses invitations aux légendes du football africain. Et parmi eux, le double ballon d'or africain El Hadji Diouf, qui est d'ailleurs le seul Sénégalais sur la liste, rapporte le site algérien Jeune Indépendant. El Hadji Diouf sera aux côtés des Ivoiriens Didier Drogba et Yaya Touré, du Camerounais Roger Mila, du Tunisien Karim Hagi, du Togolais Emmanuel Adebayor, du Nigérien Djedje Okocha, du Sénégalais donc El Hadji Diouf et du Ghanéen Dian Asamoah. La cérémonie d'ouverture se déroulera vendredi prochain au nouveau stade Nelson Mandela de Baraki en présence du président de la Fédération internationale de football Gianni Infantino et du président de la Confédération africaine Patrice Motsepe. Elle sera suivie par le match d'ouverture entre l'Algérie et la Libye à partir de 20h. Enfin, pour ce mercato d'hiver, l'Olympique lyonnais veut se renforcer dans plusieurs postes, mais surtout dans l'entrejeu où les Gaunes veulent s'offrir à Pathé Ismaël Ciss du Rayo Vallecano. Le milieu de terrain sénégalais de 28 ans est doté d'un bon jeu balle au pied et aussi très athlétique, ce qui est l'une des caractéristiques recherchées par les dirigeants lyonnais. Auteur de 14 matchs, un but marqué en Liga espagnole et de 3 matchs lors de la Coupe du Monde 2022, Pathé Ciss serait très apprécié par Laurent Blanc. En plus d'être parfaitement dans la gamme de prix de l'Olympique lyonnais, une offre ne devrait d'ailleurs pas tarder à être formulée. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la Tempo Africa TV, les meilleurs.